Il était une fois l'entreprise la plus puissante de la planète. Non pas une banque, non pas un empire pétrolier, mais une compagnie qui fabriquait de petits rectangles de plastique capables de connecter des milliards d'êtres humains à travers les continents. À son apogée, Nokia contrôlait 40% du marché mondial de la téléphonie mobile. Un être humain sur 3 portait un appareil Nokia dans sa poche. Des forêts de Finlande au marché de Shanghai, des ruelles de Lagos au gratte-ciel de New York, le logo bleu et blanc était partout. Aucun empire commercial dans l'histoire moderne n'avait atteint une domination aussi absolue, aussi totale, aussi incontestée. Imagine la scène. Helsinki, au tournant du nouveau millénaire. Des ingénieurs brillants, des salles de réunion baignées de lumière froide du nord, des graphiques qui ne montrent qu'une seule direction, vers le haut. Les dirigeants finlandais regardent les chiffres avec la certitude tranquille de ceux qui croient avoir déjà gagné la guerre. Ils ont construit quelque chose que personne ne peut détruire. Ils ont forgé un empire sur le roc. Et pourtant, quelque part dans ce même monde, dans un garage de Californie, dans les couloirs silencieux d'une université américaine, quelque chose se prépare. Quelque chose que personne à Helsinki ne prend au sérieux. Quelque chose qui va tout changer. Les empires ne s'effondrent jamais d'un seul coup. Ils se fissurent de l'intérieur, lentement, invisiblement, pendant que leurs gardiens continuent de célébrer des victoires passées. Nokia ne fut pas détruit par ses ennemis. Nokia fut détruit par sa propre certitude d'être indestructible. Par la peur silencieuse qui paralysait ceux qui osaient poser les mauvaises questions dans les mauvaises salles de réunion. Par l'arrogance de ceux qui confondaient la domination d'hier avec la garantie de demain. C'est là le paradoxe le plus cruel de l'histoire des affaires modernes. Plus tu es grand, plus ta chute peut être vertigineuse. Janvier 2007. Une scène de théâtre dans un auditorium de San Francisco. Un homme vêtu d'un col roulé noir tient dans sa main un objet qui ressemble à un jouet. Il dit au monde entier qu'il s'apprête à réinventer le téléphone. Dans les bureaux de Nokia, certains ricanent. D'autres haussent les épaules. Quelques-uns, peut-être, ressentent un frisson qu'ils ne savent pas encore nommer. Ce soir-là, sans qu'une seule balle ne soit tirée, sans qu'un seul contrat ne soit signé, le destin d'une compagnie qui valait plus de 250 milliards d'euros fut scellé dans l'obscurité d'une salle de spectacle californienne. Ce qui suit est l'histoire d'une chute. Pas seulement la chute d'une entreprise, mais la chute d'une certitude. La certitude que la taille protège, que l'expérience immunise, que le passé garantit l'avenir. C'est l'histoire de milliers d'ingénieurs qui avaient raison mais que personne n'écoutait, de dirigeants qui voyaient l'iceberg mais refusaient de tourner le gouvernail, d'un pays entier qui regardait son joyau national se désintégrer en quelques années à peine. C'est l'histoire la plus importante que le monde des affaires ait jamais racontée. Et elle commence là où commence toujours la tragédie, au sommet. Il était une fois l'entreprise la plus puissante de la planète. Non pas une banque, non pas un empire pétrolier, mais une compagnie qui fabriquait de petits rectangles de plastique capables de connecter des milliards d'êtres humains à travers les continents. À son apogée, Nokia contrôlait 40% du marché mondial de la téléphonie mobile. Un être humain sur 3 portait un appareil Nokia dans sa poche. Des forêts de Finlande au marché de Shanghai, des ruelles de Lagos au gratte-ciel de New York, le logo bleu et blanc était partout.
aucun empire commercial dans l'histoire moderne n'avait atteint une domination aussi absolue, aussi totale, aussi incontestée. Imagine la scène. Helsinki, au tournant du nouveau millénaire. Des ingénieurs brillants, des salles de réunion baignées de lumière froide du nord, des graphiques qui ne montrent qu'une seule direction, vers le haut. Les dirigeants finlandais regardent les chiffres avec la certitude tranquille de ceux qui croient avoir déjà gagné la guerre. Ils ont construit quelque chose que personne ne peut détruire. Ils ont forgé un empire sur le roc. 40%, 30%, 20%, 10%. Ces chiffres ne sont pas les étapes d'un plan de restructuration soigneusement orchestré. Ce sont les stations d'une agonie. Une descente aux enfers qui s'étala sur à peine 5 ans, avec une régularité presque mécanique, comme si quelqu'un avait programmé la destruction d'un empire et que personne n'avait trouvé le moyen d'arrêter le programme. De 2007 à 2013, Nokia perdit plus de 90% de sa valeur boursière. Une compagnie qui valait 250 milliards d'euros au sommet de sa gloire fut vendue à Microsoft pour 7 milliards et demi. 7 milliards et demi. Pour une entreprise qui avait défini la téléphonie mondiale pendant une décennie entière. L'histoire des affaires modernes ne connaît pas beaucoup d'exemples d'une destruction de valeur aussi massive, aussi rapide, aussi totale. Le tournant visible, celui que même les analystes les plus optimistes ne purent plus ignorer, se produisit en 2011. Cette année-là, Nokia publia des résultats financiers catastrophiques. Pour la première fois depuis des années, l'entreprise enregistrait des pertes opérationnelles significatives dans sa division téléphonie. Les parts de marché continuaient de s'effriter à un rythme qui défiait toutes les projections. Et au premier trimestre de cette même année, quelque chose d'historique et d'humiliant se produisit. Samsung dépassa Nokia dans le classement mondial des ventes de téléphones mobiles. Samsung, le conglomérat coréen que Nokia avait longtemps regardé comme un suiveur et un imitateur, un fabricant de seconde zone, devenait le nouveau roi d'un marché que Nokia avait jadis dominé avec une arrogance souveraine. Ce n'était pas seulement une défaite commerciale, c'était une défaite symbolique qui sonnait le glas du nerf. C'est dans ce contexte de crise accélérée que Nokia fit un choix qui allait sceller définitivement son destin. En février 2011, le nouveau directeur général, Stephen Ellops, un Canadien recruté chez Microsoft quelques mois auparavant, premier dirigeant non finlandais de l'histoire de Nokia, envoya à l'ensemble des employés un mémo interne qui fut rapidement divulgué à la presse. Dans ce document, resté célèbre sous le nom de mémo de la plateforme en feu, Elop comparait Nokia à un homme debout sur une plateforme pétrolière en flammes, contraint de choisir entre sauter dans les eaux glacées de la mer du Nord ou rester sur la plateforme et brûler. Ce mémo était d'une lucidité brutale sur la gravité de la situation. Mais la solution qu'Elop proposait allait se révéler aussi désastreuse que le problème qu'il décrivait. La solution d'Elop était un partenariat stratégique exclusif avec Microsoft et l'abandon de Symbian au profit de Windows Phone, le système d'exploitation mobile de Microsoft. Cette décision fut annoncée publiquement le 11 février 2011. Analyse ce qui se passa dans les heures qui suivirent cette annonce. Des dizaines de millions de clients Nokia dans le monde apprirent que l'écosystème sur lequel ils avaient fondé leur choix de téléphone allait être abandonné. Des milliers de développeurs qui avaient investi du temps et de l'argent dans des applications Symbian comprirent que leur travail allait devenir obsolète. Des partenaires commerciaux qui avaient construit des relations avec Nokia autour de Symbian se mirent à chercher des alternatives.
En d'autres termes, l'annonce du remède accéléra la maladie. Les ventes de téléphones Nokia s'effondrèrent dans les mois qui suivirent, précisément parce que les consommateurs décidèrent d'attendre les nouveaux modèles Windows Phone qui n'arrivèrent que bien plus tard, ou de passer directement à la concurrence. Mais il y a quelque chose que tu dois comprendre sur Windows Phone pour saisir toute l'étendue du piège dans lequel Nokia venait de s'enfermer. Windows Phone était un système d'exploitation séduisant, élégant même, avec une interface originale et des performances correctes. Mais il arrivait dans un marché où les écosystèmes d'applications étaient déjà constitués, où les habitudes des développeurs étaient déjà formées, où les choix des consommateurs étaient déjà largement orientés vers iOS et Android. Convaincre les développeurs de créer des applications pour une troisième plateforme, avec une base d'utilisateurs encore modeste et incertaine, relevait du défi presque insurmontable. Les applications phares manquaient. Les réseaux sociaux tardaient à proposer des versions optimisées. Et sans application, pas d'utilisateurs. Et sans utilisateurs, pas de développeurs. Un cercle vicieux parfait, un piège dont il était presque impossible de sortir. Pendant ce temps, les licenciements se succédaient à un rythme qui ébranlait la Finlande entière. Nokia avait employé jusqu'à 132 000 personnes dans le monde. Entre 2011 et 2013, l'entreprise supprima des dizaines de milliers de postes, ferma des usines, liquida des divisions entières. Des villes finlandaises, dont l'économie reposait en grande partie sur Nokia, virent leur tissu social se déchirer. Salo, une ville de 25 000 habitants dans le sud-ouest de la Finlande, vit son usine Nokia, qui employait près de 3 000 personnes, fermer ses portes en 2012. Ce n'était pas juste une statistique dans un rapport annuel. C'étaient des familles, des quartiers, des communautés entières dont la vie bascule parce qu'une entreprise n'avait pas su voir ce qui arrivait ou n'avait pas eu le courage d'agir à temps. La fin arriva avec une brutalité froide et administrative. En septembre 2013, Microsoft annonça le rachat de la division téléphone de Nokia pour 7,5 milliards d'euros. Stephen Elop, l'homme qui avait piloté ce rapprochement, retournait travailler chez Microsoft, son ancien employeur, dans le cadre de la transaction. Pour beaucoup d'observateurs, la question se posait naturellement. Elop avait-il été recruté chez Nokia pour la sauver ou pour la préparer à être absorbée par Microsoft à bas prix? Cette question reste débattue, et il serait injuste de réduire une chute aussi complexe à une théorie du complot. La réalité est bien plus sombre et bien plus simple à la fois. Nokia tomba non pas parce que quelqu'un le voulait, mais parce que personne ne trouva la force, le courage et la lucidité nécessaires pour l'empêcher de tomber. Détiens-toi et mesure ce moment. Le transfert officiel de la division téléphone de Nokia à Microsoft fut finalisé en avril 2014. Ce jour-là, le nom Nokia disparut des smartphones. Les appareils furent rebaptisés Microsoft Lumia. Et 2 ans plus tard, Microsoft reconnut à son tour l'échec de cette acquisition en dépréciant la quasi-totalité de la valeur de ce qu'elle avait acheté, liquidant les derniers vestiges d'un empire qui avait un jour dominé la planète entière. Du sommet vertigineux de 40% de parts de marché à la liquidation totale en moins de 10 ans. Aucun manuel de gestion n'aurait osé écrire un scénario aussi radical, aussi rapide, aussi définitif. Et pourtant, ce n'était pas la fin de l'histoire. Parce que Nokia, en tant qu'entreprise, survécut, transformée, réduite, mais vivante. Et ce qu'elle laissa derrière elle, ce que sa chute enseigna au monde, est peut-être la partie la plus précieuse de toute cette tragédie. Il reste quelque chose quand un empire s'effondre. Pas seulement des ruines, pas seulement des dettes et des usines fermées. Il reste une leçon.
Et la leçon que Nokia nous a laissée est d'une pertinence si universelle, si intemporelle, qu'elle dépasse largement le cadre de l'industrie technologique. Elle concerne chaque organisation, chaque équipe, chaque individu qui a un jour connu le succès et qui doit décider quoi en faire. Elle concerne la façon dont nous traitons la peur, dont nous réagissons au changement, dont nous gérons la certitude que ce qui a fonctionné hier fonctionnera encore demain. Et si tu as suivi cette histoire depuis le début, tu sais déjà que cette certitude-là est la plus dangereuse de toutes. La première leçon de Nokia est ce que les spécialistes appellent désormais le paradoxe de la compétence. Plus une organisation maîtrise ce qu'elle fait, plus il lui est difficile d'accepter de tout réapprendre. Nokia était extraordinairement compétente dans la fabrication de téléphones solides, fiables, accessibles. Cette compétence était réelle, profonde, chèrement acquise au fil des décennies. Mais quand le marché cessa de valoriser la solidité pour valoriser l'expérience, Nokia ne put pas simplement désapprendre ce qu'elle savait pour apprendre ce qu'elle ignorait. Ses processus, ses structures, ses indicateurs de performance, ses critères de recrutement, tout était optimisé pour un monde qui n'existait plus. Et personne n'avait le pouvoir ou le courage de tout remettre à zéro. La deuxième leçon est celle de la culture organisationnelle comme arme à double tranchant. Nokia avait construit une culture d'ingénieurs sérieux, disciplinés, orientés vers la performance et l'efficacité. Cette culture avait été un atout formidable pendant les années de croissance, mais elle s'était progressivement transformée en une culture de la conformité, où les questions dérangeantes n'étaient pas bienvenues, où les mauvaises nouvelles ne remontaient pas, où l'innovation radicale était étouffée par des processus d'approbation interminables. La culture d'une organisation n'est jamais neutre. Elle amplifie ce qui fonctionne quand les choses vont bien. Et elle amplifie ce qui ne fonctionne pas quand les choses commencent à aller mal. Nokia en fit l'expérience dans toute sa cruauté. Maintenant, pense à ceci. Les géants d'aujourd'hui, les Apple, les Google, les Amazon, les Meta, regardent-ils l'horizon avec suffisamment d'humilité pour voir ce qui arrive? Sont-ils capables d'entendre les ingénieurs qui frappent à leur porte avec des données inconfortables? Ont-ils construit des organisations où la vérité peut circuler librement, même quand elle est douloureuse? Ce sont des questions que leurs dirigeants se posent, certainement. Mais les dirigeants de Nokia se les posaient aussi, en théorie, dans leurs discours publics et leurs rapports annuels. La différence entre poser la question et y répondre honnêtement est précisément le gouffre que Nokia n'a jamais réussi à franchir. Et rien ne garantit que les géants de notre époque feront mieux face à leurs propres disruptions à venir. Il y a un détail de cette histoire que peu de gens connaissent et qui mérite d'être rappelé. Nokia, l'entreprise, n'a pas complètement disparu. Après la vente de sa division téléphones à Microsoft, Nokia conserva ses activités dans les réseaux de télécommunications, les licences de brevets et la cartographie numérique. Elle racheta même Alcatel-Lucent en 2015 pour 16 milliards d'euros, devenant l'un des acteurs majeurs de l'infrastructure des réseaux mondiaux, notamment dans le déploiement de la 5e génération de téléphonie mobile. La marque Nokia revint sur les smartphones en 2017, portée cette fois par un accord de licence avec une société finlandaise. Nokia existe encore. Mais cette Nokia-là n'est plus le géant qui définissait la téléphonie mondiale. C'est une entreprise différente, construite sur les cendres de l'ancienne, qui porte le même nom, mais plus la même âme. Et Microsoft, que fit-elle de ce qu'elle avait acheté? En 2015, à peine un an après la finalisation de l'acquisition, Microsoft annonça une dépréciation d'actifs de 7 milliards 600 millions de dollars
liée à l'acquisition Nokia et supprima 7800 emplois supplémentaires dans la division téléphone. En 2016, elle vendit les derniers actifs de la marque pour une somme dérisoire. L'aventure téléphonique de Microsoft, construite sur les ruines de Nokia, fut un échec retentissant qui coûta à l'entreprise américaine plus de 8 milliards de dollars et des années de distraction stratégique. Nokia avait coulé et elle avait failli entraîner Microsoft dans ses profondeurs. Reconsidère maintenant la question posée au tout début de cette histoire. Comment une entreprise aussi puissante, aussi dominante, aussi profondément ancrée dans la vie quotidienne de milliards d'êtres humains, a-t-elle pu s'effondrer aussi vite? Tu connais maintenant la réponse dans tous ses détails. La peur institutionnalisée qui empêchait la vérité de remonter. L'arrogance qui transformait les menaces en confirmation de supériorité. La dépendance aux partenaires existants qui gelait toute innovation radicale. L'incapacité à abandonner ce qui avait fonctionné hier pour construire ce qui devait fonctionner demain. Et au fond de tout cela, quelque chose d'universellement humain. La résistance au changement quand on a trop à perdre. Nokia n'était pas dirigée par des imbéciles. Elle était dirigée par des êtres humains. Et c'est précisément ce qui rend cette histoire si précieuse et si terrifiante à la fois. L'héritage de Nokia se mesure aussi dans la façon dont cette histoire a changé la manière dont le monde des affaires pense l'innovation et la disruption. Des centaines d'études académiques, des dizaines de livres, des milliers de conférences s'appuient sur le cas Nokia pour illustrer les mécanismes par lesquels les entreprises dominantes perdent leur avantage. Le terme même de disruption, popularisé par Clayton Christensen, a acquis une nouvelle dimension grâce à Nokia. Elle est devenue l'exemple canonique, la référence obligatoire, le miroir dans lequel toute grande entreprise est désormais invitée à se regarder avec honnêteté. En ce sens, la chute de Nokia n'était pas inutile. Elle fut coûteuse, douloureuse, dévastatrice pour des milliers de personnes. Mais elle laissa au monde une carte du danger, un atlas des erreurs à ne pas commettre. Alors, au moment de refermer cette histoire, pose-toi une dernière question. Pas sur Nokia, sur toi, sur l'organisation dont tu fais partie, sur l'équipe que tu diriges ou dans laquelle tu travailles, sur la vision que tu portes pour ton propre avenir. Est-ce que tu écoutes vraiment les voix qui te disent des choses inconfortables? Est-ce que tu es capable de remettre en question ce qui a fonctionné jusqu'ici pour embrasser ce qui devra fonctionner demain? Est-ce que tu confonds la taille de ce que tu as construit avec une garantie contre ce qui pourrait venir? Nokia avait construit quelque chose d'immense et de réel. Cela ne l'a pas protégé. Rien ne protège jamais vraiment contre le refus de voir. Et l'avenir, comme il l'a toujours fait, continuera d'appartenir à ceux qui ont le courage de le regarder en face.